Bonjour à toutes et tous. Je suis Mélina Marcoux, donc responsable du pôle politique d'ATD Quart Monde France. Et aujourd'hui, on va se retrouver donc pour un temps d'échange sur la co-construction des politiques publiques avec les personnes en situation de pauvreté, une source de renouveau démocratique. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Olivier Morzel, donc président d'ATD Quart Monde et allié de longue date de notre organisation. Et on a un deuxième intervenant qui malheureusement a eu un retard de train, donc qui va sûrement arriver en cours de route, qui est Guillaume Cullorier, qui est conseiller municipal à la ville de La Flèche et aussi allié de notre organisation. Donc aujourd'hui, le mouvement ATD Quart Monde souhaite attirer l'attention sur ce qu'il considère comme les enjeux majeurs des prochaines élections municipales et en particulier la responsabilité des communes, des intercommunalités et des métropoles dans la lutte contre la pauvreté. En effet, donc, l'échelon local, c'est un levier essentiel grâce à la proximité des élus avec la population et aux nombreuses compétences des municipalités. Et c'est notamment à cette échelle que les politiques publiques peuvent avoir un impact direct et concret sur la vie des personnes et en particulier les plus exclues. Cependant, on constate trop souvent que les politiques publiques de lutte contre la pauvreté sont pensées sans les personnes concernées, alors qu'elles sont les premières à en subir finalement les conséquences. Pour ATD Quart Monde, la participation à la vie municipale, ça doit être un droit effectif pour toutes et tous et ça nécessite de réunir des conditions concrètes pour qu'elles soient possibles. Et nous y reviendrons lors de ce temps d'échange. On va avoir diverses parties. On aura des temps de questions-réponses entre les différentes parties, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On va commencer directement. Donc, Olivier, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement ce qu'est ATD Quart Monde et en quoi la participation est importante pour l'organisation ? Alors, ATD Quart Monde, donc, c'est un mouvement de lutte contre la grande pauvreté et contre l'exclusion économique et sociale que cette grande pauvreté engendre. Et on lutte contre la pauvreté parce que la pauvreté, c'est un scandale. Alors, c'est un scandale partout dans le monde, mais peut-être encore plus dans nos sociétés dites riches auxquelles nous appartenons. Et c'est un scandale parce que la grande pauvreté, elle enferme les personnes qui la subissent dans un cercle vicieux qui va bien au-delà des privations matérielles et qui va toucher les privations de droits, l'isolement, les peurs, les souffrances, la dégradation de la santé, des compétences réelles mais jamais reconnues, des maltraitances, qu'elles soient sociales ou institutionnelles, alimentées par une litanie d'idées fausses sur les pauvres et sur la pauvreté. Et donc, voilà, c'est un mouvement qui, fondamentalement, lutte pour la reconnaissance de l'égale dignité de toutes et de tous et de l'égal accès aux droits de toutes et de tous. Alors, parmi les avancées sociales qui ont pu être issues des travaux et des propositions d'ATD, on peut rappeler bien le RMI qui est devenu RSA, la CMU qui est devenue C2S, couverture santé et solidarité, le droit au logement opposable ou plus récemment les expérimentations toujours en cours de territoire zéro chômeur de longue durée. Et une autre caractéristique du mouvement, c'est justement que les personnes vivant ou ayant vécu des situations de grande pauvreté sont partie intégrante du mouvement, avec cette conviction que ce sont eux les experts en matière de pauvreté, et qu'à tout le moins, on ne bâtira pas leur avenir sans eux, mais que c'est au contraire eux qui vont bâtir leur propre avenir pour peu qu'on sache créer les conditions pour que leurs paroles puissent s'exprimer, que leur point de vue, leurs idées, leurs aspirations, leur vision d'une société plus juste soient prises en compte. Et ce sont ces militantes et militants Quart Monde, comme on les appelle, au sein du mouvement, qui s'engagent ensuite pour être porte-parole, d'une certaine manière, des personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les approches et méthodologies qui ont été développées finalement par ATD Quart Monde pour permettre cette participation effective des personnes qui vivent la grande pauvreté et l'exclusion ? Alors on peut citer par exemple ce que l'on appelle les universités populaires Quart Monde, qui sont des lieux de réflexion, d'apprentissage de la prise de parole, de la construction d'une pensée et d'une position, et où vont se retrouver
des personnes vivant la grande pauvreté et puis des bénévoles du mouvement issus de tous les milieux. Et donc on va apprendre là à s'exprimer, à écouter, à respecter la parole de l'autre et à la prendre en compte dans son propre raisonnement. Autre expérience que l'on peut citer, ce qu'on appelle les croisements des savoirs et des pratiques, hein, qui vont regrouper autour d'une thématique, d'une problématique, d'une politique publique, des personnes effectivement issues de la grande pauvreté qui vont donc apporter un savoir issu de leur expérience de vie, des professionnels qui les entourent sur la thématique choisie et donc qui vont apporter leur savoir opérationnel, et puis des chercheurs, des universitaires qui vont apporter un savoir académique, on va dire. Et ce croisement des savoirs bien, permet d'avancer vers des solutions plus inclusives et donc plus pérennes. Et ce croisement des savoirs, on peut l'utiliser sur des sujets précis. On a récemment organisé un croisement des savoirs avec l'ADEME autour des sujets de transition énergétique. On a organisé des croisements des savoirs avec des enseignants autour de l'accessibilité de l'école, de l'ouverture de l'école à tous les publics. Hein. Mais on peut aussi utiliser ce croisement des savoirs dans des programmes de recherche opérationnelle de plus grande ampleur et de recherche participative, pardon, de plus grande ampleur. Et on a, par exemple, récemment utilisé ce croisement des savoirs lors d'un travail de recherche sur 3 ans que l'on a mené avec l'Université d'Oxford dans 6 pays, dont la France et la Grande-Bretagne en ce qui concerne l'Europe, autour de l'identification de des différentes dimensions de la pauvreté que j'évoquais en introduction. Et puis évidemment, on essaye de mettre en pratique cette participation dans nos projets expérimentaux. Et pour ne citer que Territoire zéro chômeur de longue durée que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, on y expérimente la participation des personnes les plus éloignées de l'emploi dans la gouvernance des entreprises à but d'emploi qui ont été créées dans le cadre de Territoire zéro chômeur, mais également dans leur participation à ce qu'on appelle les comités locaux de l'emploi, aux côtés des élus du territoire, des associations, des opérateurs de l'emploi ou encore des entreprises d'insertion. Et pour prendre un peu de hauteur, donc cette participation, elle a notamment été obtenue donc, en 2008 avec la loi généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion. Et elle est désormais donc inscrite dans le Code de l'action sociale et des familles, et notamment dans l'article L115.2, qui précise, donc, je cite, « La définition, la conduite et l'évaluation des politiques d'insertion sociale et professionnelle sont réalisées selon des modalités qui assurent une participation effective des personnes intéressées. » Est-ce que, Olivier, vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette inscription dans la loi et pourquoi c'est important finalement que cette participation soit inscrite dans la loi ? Alors, c'est important parce que ça a permis la création d'un certain nombre d'instances de dialogue, de réflexion, au sein duquel on a associé des personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Par exemple, le Conseil national de lutte contre les exclusions, qui a été créé en 2014, mais c'est aussi le cas des conseils national et régional des personnes accompagnées, qui a été créé en 2016. Et ça a même conforté dans leur fonctionnement des instances plus anciennes, hein, comme les conseils de la vie sociale qui avaient été créés au début des années 2000 dans les établissements médico-sociaux. Alors évidemment, on aimerait, nous, que cette participation s'étende à la mise en œuvre de toutes les politiques publiques et pas uniquement les politiques d'insertion sociale et professionnelle. Et donc, on fait souvent référence à cet article du Code de l'action sociale et des familles qui est issu de la grande loi contre la pauvreté et les exclusions de 1998 et qui rappelle que la lutte contre la pauvreté et les exclusions est une priorité des politiques publiques, hein, et qu'on ne peut pas construire, mettre en œuvre ou évaluer une politique publique ayant un réel impact dans l'élimination de la pauvreté sans faire appel à ceux qui la vivent.
Et maintenant, donc, si on rentre dans le côté vraiment local, concret, est-ce que vous pourriez nous parler des différentes propositions qui ont été faites par ATD Quart Monde à destination des élus sur la participation? Qu'est-ce que finalement les élus peuvent mettre en place à leur échelle pour voilà, une démocratie plus participative et plus de participation au sein des territoires, et notamment des personnes les plus éloignées de la vie municipale? Alors c'est en effet cette participation de toutes et de tous, c'est le premier point de l'ensemble des propositions que l'on essaye de présenter aux élus dans le cadre de cette, enfin aux futurs candidats et aux futurs élus dans le cadre de cette campagne municipale. Exactement à l'image de ce que j'évoquais tout à l'heure sur la participation des militants Quart Monde au sein du mouvement, si dans une collectivité on souhaite réussir à améliorer les conditions de vie des citoyens, de tous les citoyens et notamment des plus défavorisés, est-ce qu'on peut vraiment mener nos projets sans elles? Est-ce qu'elles ne sont pas bien placées, pour ne pas dire les mieux placées, pour connaître leur quotidien, leur situation, réfléchir aux problématiques qui les concernent et trouver des solutions. Et donc, comme c'était rappelé en introduction, pour ATD, la participation à la vie communale, à la vie municipale, ça doit être un droit effectif. Et pour que ce soit un droit effectif, bon, évidemment, il faut en avoir la volonté, il faut l'afficher, c'est un premier pas, mais évidemment, ça ne se décrète pas. Il faut aussi créer les conditions pour que cette participation soit possible. Par exemple, mettre en œuvre ce que l'on appelle une démarche d'aller vers les personnes en situation les plus exclues, à l'occasion d'un projet d'aménagement communal, à l'occasion d'un projet de rénovation urbaine, d'une réflexion sur la place des parents à l'école, d'une réflexion sur l'organisation ou l'extension de certaines activités périscolaires, etc. Aller vers, ça veut dire, à cette occasion-là, organiser nos réunions publiques dans des lieux, de manière accessible. C'est-à-dire déjà choisir le lieu. Beaucoup de communes, il n'y a pas qu'une mairie centrale, il y a des mairies annexes pour être au plus près des quartiers, et c'est très bien, mais ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on a une mairie annexe juste à côté de chez soi que, quand on est en situation de grande pauvreté, on va aller pousser la porte. Il faut donc essayer de trouver les lieux dans lesquels ces personnes viennent, maisons de quartier par exemple, et peut-être organiser nos réunions dans ces lieux-là. Il faudra penser peut-être à des horaires compatibles pour éviter qu'on ait à prendre une demi-journée de congé ou voilà. Peut-être réfléchir à des problématiques de garde d'enfants, peut-être réfléchir à des problématiques de transport. Si j'organise ma réunion à tel endroit, est-ce que les personnes en situation de grande précarité sauront prendre le transport en commun avec éventuellement 2 changements pour aller jusqu'à la réunion? Donc voilà, avoir toute cette réflexion-là et puis préparer ces réunions en amont en essayant d'organiser des espaces où on va se retrouver entre pairs et en petits groupes. Quand on est dans une grande réunion et que chacun prend la parole, une fois que le médecin, l'ingénieur aura pris la parole, la personne en grande précarité, elle ne va rien dire. Elle ne va rien dire parce qu'elle ne va pas oser, elle va dire on ne va pas me comprendre, je vais buter sur un mot, je ne vais pas être pris en compte, etc. Et donc elle va se taire. Si par contre il y a eu des préparations entre pairs, eh bien ça donne de la confiance pour structurer ce que l'on a envie de dire et être plus à même effectivement de le dire lors de la réunion plénière. Autre exemple, c'est la construction ou la co-construction des messages de communication municipaux avec les habitants concernés, en ayant le souci de veiller à son langage qui est quelquefois un petit peu compliqué. Alors, je suis un ancien fonctionnaire d'État et je sais combien, dans mon activité professionnelle, j'ai pu utiliser des langages un peu abscons, avec plein de sigles, avec plein de références, qui fait que si on n'est pas un expert du sujet, et encore plus si on est une personne en situation de difficulté, on ne comprend pas. Donc attention effectivement à utiliser un langage
facile à lire et à comprendre. C'est faciliter l'accès des plus pauvres au conseil citoyen, par exemple. C'est créer des espaces de dialogue entre les élus et des personnes en situation de pauvreté. C'est former les élus, former les agents municipaux, former les travailleurs sociaux à l'écoute des différents besoins des citoyennes et des citoyens, et en particulier des personnes ayant le plus de difficultés. Hein, former à la connaissance de ce que c'est que la grande pauvreté, des discriminations, de la pauvrophobie, de toutes ces maltraitances sociales et institutionnelles, hein, pour en avoir conscience et savoir travailler un petit peu contre ça. Tout ça, ça facilite évidemment la participation. C'est mettre en place un budget participatif. On nous en parlera peut-être tout à l'heure. Donc voilà, il y a toute une série de propositions, hein, je ne les ai pas citées toutes, étant entendu que il n'est peut-être pas indispensable au début de se lancer dans 25 projets participatifs différents, au risque d'ailleurs de rendre leur articulation peu compréhensible pour les personnes en situation de grande précarité qui vont se demander, alors voilà, ça sert à quoi, ça sert à quoi, est-ce qu'il vaut mieux que j'aille là, est-ce qu'il vaut mieux que j'aille là. Bon, il faut peut-être mieux effectivement commencer par un ou deux projets qu'on mène vraiment bien, hein, avec toute cette sensibilité, toute cette préoccupation de participation. Et si les personnes s'aperçoivent que leur parole a été écoutée, que leurs idées ont été prises en compte dans le résultat final, eh ben, la confiance viendra et on pourra possiblement envisager d'autres expériences. Merci beaucoup, Olivier. Je vous propose d'avoir un premier petit temps d'échange, notamment avant l'arrivée de notre deuxième intervenant. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit, ou des questions, des interrogations, ou peut-être même des exemples, vous, dans vos villes où vous habitez, d'exemples de dispositifs participatifs, de choses qui ont été mises en place pour faciliter la participation. Là, on parle des personnes en situation de pauvreté, mais en général des personnes les plus éloignées, les plus exclues de la vie municipale et que l'on retrouve souvent jamais dans ces espaces-là de prise de décision locale, etc. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, des apports. Soyez pas timides. Oui. Peut-être s'il n'y a pas de... peut-être s'il n'y a pas de questions tout de suite, peut-être que Olivier, est-ce que tu peux développer un peu plus sur les conditions de la participation, comment faire en sorte, parce que là, comme on dit souvent à ATD, la participation, ça ne s'improvise pas. On a souvent de bonne volonté. Bon, parfois, il n'y a pas la volonté, mais parfois, on a de bonne volonté pour pouvoir dire, voilà, on a envie de faire en sorte que tel espace soit ouvert à tout le monde. Et en fait, on se rend compte finalement que les personnes n'y participent pas. Et on se demande souvent, du coup, pourquoi. Est-ce que c'est qu'elles ne sont pas intéressées? Donc, est-ce que tu pourrais nous parler finalement de ces conditions-là de participation? Alors, je mettrai peut-être en avant quatre conditions. Je les ai déjà un petit peu évoquées précédemment. La première, l'accessibilité totale. Alors, l'accessibilité, c'est pas que... quand on parle d'accessibilité, quelquefois, on a derrière l'image, effectivement, accessibilité des personnes en situation de handicap. Mais voilà, l'accessibilité totale, c'est pas que les rampes et les ascenseurs. Hein, c'est l'accessibilité intellectuelle, l'accessibilité administrative, l'accessibilité horaire dont je parlais tout à l'heure, hein, l'accessibilité matérielle, permettre de venir à cette réunion sans payer le transport, sans devoir poser une demi-journée, et puis sans avoir peur évidemment plus profondément d'être jugé parce qu'on ne maîtrise pas les codes, hein, de la vie administrative. Deuxième condition, l'aller vers. J'en ai beaucoup parlé. Hein, c'est pas aux personnes en situation de pauvreté, hein, de franchir toutes les portes. Voilà. Attends, on va te donner un micro. Voilà.
Donc du coup, j'étais un petit peu sur les conditions de l'accessibilité, puis après je te donne la parole un petit peu pour que tu nous dises concrètement ce que tu as fait, sur la flèche. Bah oui, les TGV. Donc voilà, l'allée vert, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas parce qu'on a une mairie annexe à côté de chez soi qu'on va aller pousser la porte. Hein. Donc il faut effectivement que les institutions réfléchissent aux endroits où elles vont aller. Hein, maisons de quartier, associations, lieux informels, etc. Hein, on ne construit pas une politique publique depuis un bureau, hein, mais on la co-construit finalement là où se vit, enfin là où les vies se passent d'une certaine manière. La troisième condition, c'est le temps. Hein, le temps pour que la parole se libère, le temps pour comprendre, le temps pour que la confiance puisse s'instaurer. Hein, le temps de bien s'assurer qu'on parle de la même chose, hein, et que les mots ont la même signification. Je vais vous donner un exemple. Dans un de ces croisements des savoirs, justement, dans lequel on parlait d'environnement, on s'est posé la question, on dit, mais quand on parle environnement, ça veut dire quoi? Alors, beaucoup de personnes ont dit, l'environnement, c'est la dégradation climatique, c'est la pollution de l'air, c'est la pollution de l'eau, c'est etc. C'est le plastique qui déborde un peu partout, etc. Et puis, il y a une personne en situation de grande précarité qui a dit, moi, mon premier environnement, c'est mon logement de 50 mètres carrés dans lequel on vit à 2 familles parce que j'ai été obligé d'accueillir la famille de ma sœur, de ma mère, de mon fils, etc., qui était à la rue. Hein, logement, passoire thermique, limite insalubre. Voilà. C'est ça mon premier environnement. Et il faut avoir conscience de ces représentations, hein, qui sont un petit peu différentes si on veut avancer dans la compréhension des uns et des autres. Voilà, donc c'est vraiment le temps qu'il faut. Hein, si on veut des avis tout de suite, on n'a que les personnes qui parlent toujours pareil, qui sont le plus enclins à parler, et ce n'est pas forcément les personnes les plus pauvres. Et puis, quatrième condition, la reconnaissance. Hein, c'est absolument vital, hein, reconnaître, ce que j'ai dit tout à l'heure, que les personnes qui vivent la pauvreté sont des acteurs à part entière, sont porteurs de savoir et pas uniquement de témoignages. Hein, on n'est pas là pour consulter, on est là pour co-construire avec les personnes en situation de grande précarité. Merci beaucoup Olivier. Donc on a le plaisir d'accueillir Guillaume qui a eu, comme je l'ai dit, un retard de train. Guillaume Cullerier, donc tu es conseiller municipal à la ville de La Flèche et aussi allié de longue date du mouvement ATD Quart-Monde. Est-ce que tu peux, donc là on a beaucoup parlé de participation, est-ce que tu peux nous donner avec votre expérience à la ville de La Flèche des exemples concrets de ce que vous avez mis en place pour faciliter la participation des personnes notamment les plus éloignées de la vie municipale? Oui, il n'y a pas de souci. Alors bonjour tout le monde, désolé pour le retard. Alors désolé pour le retard, voilà. Alors je vais parler de plusieurs exemples. Alors, le premier exemple, depuis 3 éditions, je siège au comité de suivi du budget participatif à La Flèche. On a insisté pour que les associations de solidarité puissent déposer et défendre leurs projets avec un accompagnement réel, aider à écrire les dossiers, rendre les réunions accessibles, clarifier les règles, et ça a marché. Des projets utiles et très concrets ont émergé, pas seulement des aménagements esthétiques, mais aussi des choses qui touchent à la vie quotidienne des gens les plus fragiles. Et je vous ferai tourner la feuille si vous voulez. C'est un projet qui avait été mis en place, c'est un parcours sportif lors du 2e budget participatif qui avait été mis en place par la Croix-Rouge et le Prytanée national militaire qui permet à toute personne d'accéder au sport. Et aussi, ça permet d'accéder au bien vivre ensemble, ce que je vais dire. Hop, je pose ça là, pardon. Alors, le deuxième axe que je vais développer, c'est le lien entre culture, dignité et participation. Alors, je le dis souvent, pour beaucoup de personnes en situation de pauvreté, l'accès à la culture n'est pas un extra. C'est une manière de se reprendre sa place dans la société.
J'ai eu moi-même un parcours très nourri par l'art et la culture. Et je l'ai porté dans les projets municipaux où je pouvais ouvrir les espaces culturels, rendre la médiation plus accessible, inviter des publics qui ne vont jamais défendre, qui n'y vont jamais, et défendre une tarification solidaire. Alors, pour vous expliquer ce que je dis en tarification solidaire, on a à la Flèche 2 tarifications. La première, c'est avec le cinéma municipal, où le CCS de la Flèche prend en charge 3 € sur une place de 9 €. Et je prends l'exemple d'ATD Carmonde, où en fait, chaque place nous revient à 3 €. Et la deuxième tarification, c'est au niveau des spectacles de la saison culturelle. Le Carrois, c'est l'organisme qui anime la saison culturelle. Eux, la place, ils le mettent à tarif réduit à 7 €. Et le CCS prend une partie en charge. Et nous, les personnes d'ATD, on ne paye que 3 € par spectacle. Ce qui permet vraiment ce qui permet à tout le monde d'accéder à la culture pour vraiment un prix très faible, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup Guillaume pour ces exemples. Je reviens vers vous. Est-ce que du coup vous avez, parce que j'ai vu que d'autres personnes étaient arrivées depuis tout à l'heure, est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit, peut-être sur l'expérience de Guillaume ou sur ce qu'a dit Olivier, ou plus largement, est-ce que vous avez vraiment des exemples de participation réussie ou non au niveau des territoires, au niveau local, des personnes les plus exclues? Voilà, nous, on se nourrit aussi de ce qui est fait dans les territoires. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oui, on peut peut-être passer le micro. Ah oui, super. Bonjour, Cassandre Lermite. Je suis au ministère de la Transition écologique, mais c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup sur l'inclusivité des politiques. Est-ce que pour déterminer, que ce soit à la ville de la Flèche ou à ATD Carmonde, pour déterminer les actions que vous choisissez pour inclure les publics en situation de précarité, est-ce que vous les avez aussi consultés? Est-ce que ça, en fait, c'est toujours un peu... Comment est-ce qu'on arrive aussi à capter le besoin et les moyens de capter le public quand on n'arrive même pas à les capter initialement? Donc après, est-ce que c'est un processus continu pour aller voir ces publics-là et leur demander ce dont ils ont besoin? Je suis désolée, ma question n'est pas très claire, mais j'espère qu'elle est comprise. Merci. Guillaume, tu veux commencer? La question était exactement... La question, c'est comment les besoins des personnes en situation de pauvreté vont pouvoir s'exprimer. Ah, d'accord. Je prends toujours l'exemple du budget participatif. Ça a été mis en place avec la chargée de mission. Et en fait, au moment du forum des associations, elle a fait le tour des associations, dont les associations solidaires et caritatives, pour présenter le projet et le comité de suivi. Et en fait, ça a permis après, entre les associations, de se réunir et de se dire qui on peut envoyer pour représenter l'association. Est-ce qu'on a des projets à présenter ou pas? Et puis aussi que les personnes en situation de pauvreté puissent s'exprimer et dire qu'est-ce qui va pas pour la construction de ces projets. Voilà. Je sais pas si je vous ai bien répondu, mais... Ouais. Je rajouterai ce que j'ai dit tout à l'heure sur le temps, en fait. Créer des espaces d'échange, d'expression. C'est sûr que la première fois qu'on va rencontrer une personne en situation de grande pauvreté, elle ne va pas forcément vous dire moi j'aimerais un gymnase comme ci, moi j'aimerais telle activité, moi, etc. Créer ces espaces de rencontre, de dialogue, d'écoute. Et c'est parce qu'il y aura ces espaces d'écoute que petit à petit, des personnes prendront confiance pour exprimer le fond de leurs pensées et leurs aspirations. Et peut-être pour ajouter à ATD Carmonde, quand on construit nos projets, on essaie vraiment de se baser sur ce qui nous remonte du terrain, parce qu'on a vraiment un axe avec des personnes qui sont directement du coup sur le terrain, qui vivent aussi en présence avec les personnes en situation de pauvreté. Et par exemple, l'année dernière, on avait beaucoup ce qui nous parlait beaucoup, donc pas forcément avec ces termes-là, mais de ce qu'on appelle la maltraitance institutionnelle. Et c'est quelque chose, les problèmes administratifs qui remontaient beaucoup du terrain et dont on s'est saisi au final pour mener une campagne contre la maltraitance institutionnelle, par exemple. Oui, j'évoquais tout à l'heure les universités populaires Carmonde. C'est typiquement des lieux où on va aussi
interroger, on dit ben voilà, à tel moment, ATD aimerait bien avoir une parole sur tel ou tel sujet, vous en pensez quoi? Hein, et une fois, 2 fois, 3 fois, sur une année quelquefois, hein, pour que émergent des idées, des visions sur un sujet donné. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, je pense qu'on va conclure parce que j'ai vu qu'il était déjà 45, ça passe vite, 30 minutes. Mais en tout cas, pour vous dire que, notamment Olivier a parlé de croisement des savoirs tout à l'heure, des méthodes des universités populaires. Ça, c'est quelque chose que nous, à TD Carmonde, on fait des formations au niveau des municipalités, des villes, etc. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire de partout parce qu'on n'a pas forcément les forces. Mais c'est important de quand même s'en saisir. Donc, on a développé 2 outils qu'on pourra ensuite vous distribuer. Un premier outil, c'est réussir la participation, excusez-moi, de toutes et tous, qui donne des clés essentielles sur ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui. Et un deuxième ouvrage donc, qui est sur la participation des personnes les plus éloignées au sein des conseils citoyens et qui est une étude qui avait été sortie en 2022 sur comment les conseils citoyens intègrent ou non les personnes les plus éloignées. Et donc voilà. Et peut-être, Olivier et Guillaume, un petit mot de conclusion avant de se quitter. Très rapide. Je sais qu'on est pile poil dans les temps, mais vraiment très rapide. Je vais juste dire 2 conditions essentielles. Voilà, 2-3 conditions essentielles. Pour moi, l'accessibilité totale, pas seulement les rampes, les ascenseurs, l'accessibilité intellectuelle, administrative, horaire, matérielle. Permettre de venir sans payer un transport, sans devoir poser une demi-journée, sans avoir peur d'être jugé parce qu'on ne maîtrise pas les codes. L'aller vers, ce n'est pas aux personnes en situation de pauvreté de franchir toutes les portes. C'est nous, élus et institutions, qui devons aller là où elles sont. C'est très important. Retenez cette phrase. Quartier, association, lieu informel. On ne construit pas des politiques publiques depuis un bureau, on les construit depuis les lieux où les vies se passent. Et je vais terminer par le temps, voilà. La participation nécessite du temps, temps pour comprendre, temps pour débattre, temps pour se sentir légitime, temps pour apprendre à se faire confiance. Quand on veut des avis tout de suite, on n'a que les mêmes personnes qui parlent toujours et ce ne sont pas les plus pauvres. Merci Guillaume. Olivier, en 2 mots. Peut-être simplement dire que voilà, cette participation, ça doit être une préoccupation permanente et globale dans tous les sujets, y compris les sujets les plus actuels. Hein, aujourd'hui, on est tous confrontés à cette urgence de la transition climatique, de la transition environnementale. On entend quelquefois dire que les plus pauvres, c'est un sujet qui ne les intéresse pas. C'est complètement faux. Au contraire, hein, on ne bâtira pas ces transitions climatiques et ces transitions environnementales sans la participation des personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Ce sont elles qui subissent le plus les conséquences de ces changements climatiques, alors même que ce sont elles qui y contribuent le moins. Ce sont elles qui émettent le moins de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce qu'elles ont développé au fil du temps, quelquefois sous la contrainte d'ailleurs, un certain nombre de pratiques, échange de matériel, jardins partagés, ateliers de cuisine à plusieurs, marchés solidaires, épicerie solidaire, etc. etc. Hein, et donc, on a là un vrai défi à reconnaître ces personnes comme de vrais partenaires, pouvant apporter de vraies solutions parce qu'ils les mettent déjà en œuvre, solutions que la société serait bien inspirée de prendre en compte. Hein, donc voilà, il faut par exemple avoir le souci de donner une vraie place aux personnes en situation de pauvreté dans la gouvernance des lieux de transition existants. Il faut penser les projets à l'aune de la participation des 10% les plus pauvres, parce que si on le pense comme ça, ça va bénéficier à tout le monde, alors qu'évidemment, l'inverse n'est pas vrai. Merci beaucoup, merci à vous. On reste disponible ensuite pour échanger et si vous voulez récupérer nos outils. Merci et bonne journée.